On est en hoodie, là, c'est parce qu'on est dans mon sol, mais nous aussi, il fait 35 où qu'on habite. Ouais, c'est ça, je veux dire, tu vas avoir chaud. Ouais, c'est ça. Dans mon sol, on est correct. Un petit peu plus Puis, frais. ouais. Good. Fait que, on est prêt. Ouais. Good. All good. Good. On va qu'on commence. Hey, re-bienvenue à Inspiration. Aujourd'hui, cette semaine, Isaïe, un gros invité quand même. Certains, on est très content de le recevoir, mais là, avant de l'introduire, on va juste mentionner des petits trucs. Oui, encore cette semaine, le podcast est présenté par le Restaurant Canadien. Le Restaurant Canadien, c'est un restaurant de pizza, de poutine, de toute bonne bouffe maison qui est situé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Le propriétaire Laurent Proulx a fait l'acquisition du Vieux-Saint-Charles à Drummondville dernièrement. C'est rendu que ça pogne en maudit. Ça en parle partout dans les journaux. Il y a même des places qui copient son principe de drive-in, qui ramènent, dans le fond, le concept du drive-in. Donc, on vous encourage vraiment à aller au restaurant Canadien ou au Vieux-Saint-Charles encourager Laurent. Laurent, c'est vraiment une personne qui s'est pliée à toutes les démarches de distanciation sociale, d'hygiène suite au coronavirus. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller encourager un entrepreneur comme lui. Yes. Good. Ensuite, on va rementionner encore notre merch. Si vous écoutez la version vidéo, on a maintenant des crewnecks. Bientôt, on réfléchit à ça, casquette, t-shirt. On va essayer de faire une commande assez personnalisée. Nous, notre but, c'est de ne pas faire de l'argent avec ça, mais c'est vraiment de vous laisser porter les couleurs de notre podcast. Nous, c'est tout ce qui nous ferait plaisir. Puis, ce serait vraiment le fun de vous voir porter ça partout cet été. Ensuite, Isaïe, tu tenais à plugger quelque chose? Dernier petit point, on est rendu international. On a remarqué que dans les derniers podcasts, on avait un fan constamment en France, à Clichy. Donc, si tu es notre fan à Clichy, laisse-nous un message, interagis avec nous, on veut savoir t'es qui. On veut vraiment savoir ça vient de où, comment vous l'avez connu. Fait que rentrez en contact avec nous, on est vraiment curieux. Ouais. Sinon, juste avant de commencer, Isaïe, c'était pas au planning, fait que là, tu es un petit peu surpris, mais j'aimerais ça que vous preniez le temps de féliciter Isaïe. Cette semaine, il a gagné le prix Personnalité de l'année au Cégep de Drummondville pour ses accomplissements au basket dans l'équipe collégiale. Donc, personnellement, je vais tenir à te féliciter. Je pense que c'est un des prix les plus prestigieux au Cégep de Drummondville. Je pense que tu le mérites amplement avec tout ce que tu as accompli, surtout en plus le secondaire. Puis je voulais prendre le temps de le mentionner au podcast. Là, je suis un peu gêné. Mais merci, Anthony. C'est très gentil, j'apprécie. Good. Fait qu'on a fini la petite introduction. Maintenant, on va introduire notre invité. On est super content de l'avoir. C'est une inspiration pour nous, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Je vais y aller avec un petit CV vite. Humoriste finissant de l'école de l'humour en 2013, il a été script éditeur du spectacle de Catherine Levac tout en assurant ses premières parties. Il a aussi joué dans de nombreux spectacles au Festival d'humour ZooFest. Dernièrement, il a joué dans la série Le Killing sur Novo.ca. Il collabore avec le Rocket de Laval lors de la dernière saison pour faire quelques capsules humoristiques qui montrent l'envers du décor du club de hockey. Finalement, il continue d'animer son podcast Dread sur le tape où il reçoit des personnalités du monde du hockey telles que Guy Carbonneau, Chantal Maccabé, Marc-Édouard Vlasic et plusieurs autres. David Bocage, quel honneur de te recevoir aujourd'hui au podcast Inspiration. Merci. On dirait ma grande entrevue juste pour rire. Merci énormément. Je me demandais ce que j'avais fait des dernières années, puis tu me l'as rappelé, puis merci pour ça. Ça fait plaisir d'être là pour vrai, les gars. Merci vraiment, puis bravo de partir des podcasts, puis de continuer la tradition, puis de le faire à votre manière. Fait que très content d'être ici. C'est super gentil. Comme on a mentionné avec David juste avant que l'épisode commence, nous, Dread sur le tape, c'est peut-être un des podcasts qui ressemble un peu au nôtre, mais ça a été vraiment une inspiration pour nous. Nous, c'est peut-être un peu plus vers le sport en général. À date, on a couvert le tennis, on a couvert le hockey, on a couvert le football, le basket. David, toi, ton podcast, c'est un petit peu plus au hockey. Vers le hockey. Veux-tu nous parler un peu de ton parcours de sportif quand tu étais jeune, le hockey, le sport mineur, quelle place ça a occupé dans ta vie? Ben, moi, c'est ma première passion, c'est le hockey, tu sais. Puis je pense que quand tu es jeune, peu importe c'est quelle discipline, tu as comme besoin de quelque chose là, t'as besoin d'une passion pour te faire un peu quelque chose à laquelle t'accrocher, que ce soit pour performer ou un peu te développer comme personnalité, que ce soit
la musique, les arts, le sport, la science. Tu sais, quand tu es jeune, il y a quelque chose que tu vas pogner un fixe dessus. Puis c'est vraiment positif parce que ça te permet de comme, faire comme, si je mets toute mon énergie là-dedans, est-ce que je suis capable de devenir bon? Puis si c'est le temps que tu développes des talents ou de la confiance en toi. Puis moi, ça a été le hockey. Tu sais, je suis tombé en amour avec le hockey à comme 5-6 ans. Puis j'ai commencé à jouer au hockey comme les petits Québécois, j'imagine, à 5 ans, 6 ans. Je viens de Rosemont. Fait que j'ai joué pour les Stars de Rosemont, petite patrie. Puis c'est ça, j'ai joué au hockey à peu près. Tu sais, j'ai jamais été un grand joueur ou rien. Là, tu sais, j'étais très, très petit. Moi, j'ai comme grandi au cégep. Okay. J'ai toujours joué. J'ai joué 2 lettres, tout ça. Puis quand j'étais au secondaire, j'ai joué scolaire. On avait vraiment des bons joueurs scolaires. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai fini mon parcours junior à la ville, au cégep, puis début d'université. Mais non, c'est ça. Je ne suis pas un grand joueur de hockey ou rien, mais ça a été comme mon premier amour dans la vie, c'était le hockey. Après ça, l'humour est arrivé. Puis ça a été ça que j'en ai fait mon métier. Mais tu vois, le hockey jamais loin, la preuve. Tu sais, le podcast, c'est comme une manière pour moi un peu de jumeler les deux parce que c'est un peu des communications, mais c'est aussi du hockey, puis ça permet aussi de faire des jokes on the side, même si c'est pas le but premier. Mais non, c'est ça, fait que le hockey, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, c'était juste tu sais, j'étais un fan à la base. Puis c'est un peu ça aussi, le podcast. Le podcast, moi, contrairement à Spin Chiclet ou à peu importe des autres podcasts de hockey ou les journalistes, moi, je suis pas un ancien joueur. Tu sais, les gens vont pas m'écouter parce que je suis un ancien joueur puis qu'ils veulent entendre des anciens joueurs jaser ou je suis pas un journaliste, c'est pas langue. Donc moi, c'est vraiment ça. Tout ce que je vous parle, c'est l'approche qui a créé le podcast. C'est-à-dire, le podcast, c'est quoi? C'est un fan un peu féru, un peu détraqué de hockey, qui suit ça depuis longtemps, qui là a accès à des gens du hockey, puis qui peut leur demander ce que toi, moi, n'importe qui suit le hockey a toujours voulu demander à Marc-Édouard Vlasic, à un coach, à un arbitre. Fait que c'est vraiment ça l'angle de mon podcast. Fait que ça part à la base de ce que tu as dit, de mon parcours, en fond. Est-ce que ton intérêt pour le sport, pour le hockey, ça vient de tes parents ou c'est vraiment toi qui as pris l'initiative là-dedans? C'est ma question. C'est le genre d'affaires que, comme, vu que ça commence jeune, je serais curieux de savoir l'influence de mes parents ou pas, mais je pense que c'était quand même assez... tu sais, mon père a un peu joué tout ça, puis il a joué un peu à son époque, là, tu sais, mais mon père, son sport, c'était vraiment la crosse. Ils sont 9 au Québec, mais... Ouais, c'est ça. Ils jouent tous 2A, mais... ouais, c'est ça, ils vont tous aux States, finalement, avoir un scholarship. Mais non, fait que non, mon père a joué, puis tu sais, je pense qu'il m'a encouragé là-dedans, mais genre, quand tu as 5 ans, tu te souviens comme plus, finalement, comment ça a commencé. Il y en a qui commencent des fois, puis ils haïssent ça, tu leur mets des patins dans les pieds, puis ils pleurent, tout ça, puis finalement, ils vont dans la NHL. Tu sais jamais un peu nouveau, mais moi, j'ai pas commencé à 3 ans ou quelque chose, c'était plus comme 5-6 ans. Mais je me souviens vouloir jouer. Je me souviens dire à mes parents, comme, hey, je veux jouer. Puis mon père travaillait toujours à l'étranger, puis ma mère, on est 4 enfants, fait qu'elle était comme, je sais pas, là, tu sais, c'est réaliste, tu sais. Puis le père d'un ami avait dit à ma mère, hey, Claire, moi, je vais m'en occuper, je vais les inscrire. Puis c'est ce monsieur-là, Richard Goulet, qui s'appelle, qui m'a trouvé un stock de hockey dans les ventes de garage. Là. Il m'a trouvé des petites pads, des petits gants en cuir complètement secs, pas capable de fermer les mains, mais gars, ça, c'est pas grave. Puis, tu sais, juste comme un équipement qu'à 5 ans, ça fait la job. C'est lui qui a fait, c'est bon, je vais passer chercher ça. Puis il a été vraiment smart parce que ma mère, quand je ne pourrais pas te rendre l'appareil, j'ai comme 3 autres enfants. Puis il dit, c'est correct. Fait que finalement, c'est le même, ça a comme parti. Mais, mais je me souviens de dire, hey, j'aimerais ça jouer. Puis lui, ce monsieur-là, et Richard, il était le père d'un de mes amis. Il a fait, OK, c'est beau, je vais m'occuper de ça, on va aller les inscrire, les années à Arena. Je pense même qu'il venait sur la glace avec nous. Fait que c'est même ça a commencé, mais mon père, tu sais, c'est un gros fan de hockey. Puis encore là, tu vois, il check les reprises de Coupe Canada 87 à télé parce qu'il n'y a rien d'autre. Fait que non, c'est ça, mais il m'a toujours encouragé, mais c'était pas un crazy hockey dad ou c'était pas l'inverse dont on veut pas que tu joues vraiment. Je pense que c'était un genre de flou, là. Mais tu sais, tu parlais que l'humour, c'est une passion qui est venue après, puis justement, dans ton podcast, on le voit, pour en avoir écouté plusieurs, on voit ta touche humoristique souvent dans les débuts, là, avant que, mettons, l'invité rentre. Des fois, tu vois vraiment que tu te laisses aller, mais c'est comment que, mettons, l'humour est venu dans ta vie? Est-ce que c'est carrément le sport qui a perdu de la place, puis l'humour est arrivé, ou c'est le changement, ou comment ça s'est fait conjointement?
Bonne question. C'est drôle, tu parles des intros. Puis récemment, je parlais à des amis. Ils sont comme, on a écouté tel épisode de That's Tape. Puis je suis comme, tu sais, souvent, quand tu écoutes des podcasts, tu vas skipper l'intro jusqu'à aller écouter les podcasts. C'est assez habituel. Moi, je le fais pour les podcasts. J'écoute souvent. Il y a des longues intros, des trucs. Puis, mes amis me disent, on a écouté tel épisode du podcast. Puis je leur ai dit, vous sautez-tu l'intro ou vous skippez-tu l'intro? Puis ils m'ont répondu, ben non, c'est notre bout préféré. Ouais, pour vrai, juste hier, là, j'ai montré à ma blonde ton intro de celui de Zach Foucalé. Puis ça me fait encore rire. Puis je dois l'avoir écouté 10 fois. Je me souviens même pas c'est quoi, mais... C'est genre, tu fais Jean-Emmanuel en remplacement de David Bocage. Ah ouais, un faux français. Oui, là, oui. Hey, c'est vraiment drôle. On salue d'ailleurs la personne qui nous écoute de Clichy. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle. Est-ce que vous êtes reliés? Êtes-vous des frères? Ben dans le fond, ma blonde, c'est sa sœur. Ouais. Ah, OK. Fait que vous êtes beaux-frères. Oui, exactement. Voilà. C'est drôle parce que vous avez comme le même teint. C'est vraiment drôle. On dirait que... On a le teint d'un blanc qui a pogné un coup de soleil parce qu'on met pas de crème vu que c'est le début de l'été. Ouais, c'est ça. Le confinement nous a rendu complètement fous. Ouais, non, c'est en fait, tu demandais par rapport au hockey et l'humour. Ouais. En fait, moi, c'est ça. Quand t'es jeune, t'es comme n'importe quel kid, tu t'espères de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais en vieillissant... je me souviens arrivé au secondaire, puis moi, je jouais 2 lettres, puis j'étais quand même un pas pire petit joueur, mais j'étais comme, whatever, tu as 11 ans, 12 ans. Mm-hmm. Je me suis arrivé au secondaire, puis voir des vrais joueurs de hockey qui arrivaient de partout, des 2A, qui avaient de la barbe, puis tu as 12 ans, puis faire comme, ah, OK. OK, non, je jouerais pas au hockey. Je me souviens comme, puis c'était même pas, puis étrangement, c'était pas un drame, j'étais comme, ah non, c'est impossible. OK, on va le faire. Tu sais, genre d'être comme, de peser comme 40, tu sais, comme 60 livres, puis d'être comme 2 têtes de moins, puis de faire comme, hey, genre, ça n'a aucun rapport, là, entre les deux. Ouais. Fait que je me souviens de ça, genre, OK, il faut vraiment falloir que je sois plus drôle. Non, mais dans le sens que, pour vrai, c'est très jeune, j'ai compris que je ne ferais pas une carrière dans le hockey. Après ça, la plupart des gens qui jouent au hockey n'en font pas une carrière, puis c'est vraiment parfait, là, tu sais. Mm-hmm. Après ça, non, je pense que l'aspect humour, ça a juste été... J'étais vraiment un fan aussi. Je pense que j'ai toujours été très fan d'humour. J'en regardais beaucoup quand j'étais jeune. Puis au secondaire, c'est des années très charnières où il y a beaucoup d'affaires qui t'influencent, qui font une impression sur toi, qui te marquent. Fait que là, puis moi, j'en écoutais beaucoup. Quand je suis rentré au secondaire, Louis José, il arrivait à Musique Plus. C'était comme le nouvel humoriste. Aujourd'hui, c'est comme le monsieur, mais c'était comme le nouvel humoriste que les jeunes aimaient. Les Chicken Swell étaient à la télé. Il y avait vraiment comme un qui était très absurde. C'est comme voir que c'était à Radio-Canada quelque chose d'aussi mongol. Fait que c'était ça. Puis moi, l'humour, je suivais tout le temps ça. Puis je pense que en allant, j'allais à une école secondaire, il y avait juste des gars. Quand je suis arrivé, je connaissais personne. Je venais pas de ces quartiers-là, je venais pas de ce coin-là de la ville de Montréal. Fait que je suis arrivé, je connaissais personne. Puis je pense que ça te fait développer d'autres muscles. Puis je pense que j'avais pas le choix d'être pas d'être drôle, mais comme je pense que ça a été mon outil de survie sociale qui a juste comme encore plus aiguisé le couteau de mon sens de l'humour parce que c'est comme t'es dans une école de gars, là, je veux dire, c'est impardonnable là, ce qui se passe. Tu fais une affaire, c'est comme puis que tu pognes un surnom la deuxième semaine, tu as ce surnom-là pour 5 ans. C'est comme, c'est comme tout le monde, c'est comme un peu la jungle. Là, fait que, puis après ça, les gars dans l'équipe de hockey, mais je pense que j'aimais ça. Moi, j'avais cette trait de personnalité-là d'essayer de faire rire toujours mes amis un peu. Pas d'essayer d'être le clown de la classe et de crier le plus fort, pis ça, pas ça, mais juste de faire rire mes amis, les petites affaires, les gens autour de moi, des trucs. Puis je pense que ça, à partir d'un moment donné, c'est un choix où tu fais comme OK, si j'amène, tu sais, on s'entend parce que, tu sais, être humoriste, c'est pas juste aimer faire rire, tu sais, c'est vraiment comme faire le choix conscient de vouloir faire ça comme métier et d'accepter d'échouer sur une longue période de temps. Tu sais, c'est vraiment comme un peu barbare et sadique. Là, au début, c'est vraiment difficile. Là, pour ceux qui connaissent moins le milieu, là, on connaît... on voit, mettons, les Mike Ward, on voit les Martin Matt, on fait comme, écoutons, être humoriste, c'est facile, mais pour ceux qui sont moi, je suis un petit peu plus nerd d'humour, puis je me rends compte que c'est vraiment admirable ce que vous êtes prêt, mettons, à tolérer au début de carrière pour une passion. Ouais. Tu sais, honnêtement, on n'est pas des médecins, on ne sauve pas des vies, là, mais c'est juste comme, c'est tough pour la confiance en soi au début d'échouer constamment en public, tu sais.
C'est d'arriver devant 10 personnes dans un bar, puis tu sais, personne t'écoute. Une tune, tu peux la pratiquer dans ta chambre jusqu'à ce que tu l'aies bien, mais du stand-up, tu peux pas, tu sais. Tu peux c'est ça. le pratiquer, mais tu le sauras pas tant que tu n'arrives pas sur scène. C'est un art vivant, fait c'est assez spécial, mais c'est ça. Bref, quand le hockey, ça a comme été, honnêtement, ça s'est fait super naturellement, puis des fois, je me dis, wow, ça s'est fait de manière aussi smooth que j'ai pas été comme quelqu'un. Mais non, tu sais, le hockey, c'est comme, je dis toujours, c'est comme quand tu as appris que le Père Noël n'existait pas, on dirait que c'est un traumatisme qui devrait être énorme, mais finalement, tout le monde est comme, ah, ok, cool. C'est vrai, c'est vrai. Tu viens-tu quand tu l'as appris? Non, pas vraiment. Yes, que comme c'était juste la suite naturelle des choses. C'est un peu ça, puis l'humour a pris plus de place. Puis justement, à un moment donné, je pense qu'il y a une année au secondaire où j'ai pas joué au hockey, comme sur l'R4. J'ai en plein pic de l'adolescence, où justement, j'avais joué à la guitare, je faisais des shows, puis je sais, mes parents étaient tu joues pas au hockey cette année, comme ils étaient en dépression. Puis comme j'ouvrais juste une autre porte qui était celle des arts. Puis justement, je pense sur l'R5, mon premier numéro d'humour à vie, si on peut dire, justement, là, si on parle de croisement, c'est que j'ai fait une toune sur mon directeur qui prenait sa retraite. OK. C'est comme mon premier, peut-être, qui pourrait être considéré comme mon premier numéro d'humour. C'était pas crampant ou rien, mais c'était comme une toune sur le directeur. Il y avait des gags. C'était dans la salle de spectacle à l'école. Puis c'était comme, c'était cool, ça. Ça plante le petit germe dans ta tête de comment, même si je faisais ça plus souvent. Puis après ça, j'étais au cégep et à l'université, mais je veux dire, à un moment donné, de faire, OK, non, mais d'aller au bout de ça, tu sais. Mais c'est comme un peu que ça s'est entrecroisé, comme hockey, humour. Mais comme je te dis, c'est comme, on dirait dans ma tête, c'est comme un peu indissociable parce que je fais encore le podcast. Ouais. Je reste un fan, mais bref. Il y a très longtemps tes questions, je suis désolé. Non, mais c'est parfait. C'est vraiment le fun de t'écouter. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont des podcasts. Je pense à, encore là, je pense à Mike Ward, je pense à Thomas Levac, je pense à Jay du Temple. Toi, tu as décidé d'en partir un. Ça fait quand même longtemps que tu es rendu à 100 et plus épisodes sur Dread sur le Tape. Ouais. Comment ça que, on voit un peu le pattern du podcast des gens en humour, c'est un peu des entrevues, on voit avec les gens un peu leur background, tout est allé plus vers ta passion. Est-ce que ça a été une décision qui a été difficile de... As-tu pensé que ça pouvait nuire peut-être à ta carrière en humour d'aller dans le hockey ou justement, toi, ton podcast, tu le faisais pour que tu aies du fun? Honnêtement, je me demande peut-être pas assez. Tu sais, les affaires, ça va-tu nuire à ma carrière? Je me demande peut-être pas assez ça. Je pense que honnêtement, non, mais pour vrai, je niaise, mais tu sais, dans le sens que je pense qu'il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, là, pour vrai. Puis après ça, je pense que les pièces du puzzle se collent ensemble par elles-mêmes. À moins que ça avait été un chiffre complètement de comme non, je m'en vais dans l'aménagement paysager. Tu sais, là, c'est OK, ouais, c'est loin quand même des fois. Mais tu sais, là, c'était quand même connexe d'une certaine manière. Mais non, tu l'as dit, je pense que des podcasts d'humoristes, il y en avait tellement, il y en a tellement déjà encore, il y en a encore plus. Puis c'est tout le temps comme un autre podcast d'humoristes qui raconte des anecdotes qui ont déjà compté dans d'autres podcasts. À un moment donné, c'est comme ça devient, je ne peux pas dire incestueux, mais tu fais OK, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Puis déjà, Mike Ward couvre ce territoire-là à comme 300%. Fait que moi, j'étais comme cool, mais tu sais, je m'étais pas dit, il faut que je me parte un podcast. Qu'est-ce que je fais? Moi, d'abord, que sa partie de Red Tape, c'était vraiment. J'avais une idée d'affaires de hockey, tout ça, puis c'était pas encore. C'était comme pas encore ça, c'était pas un podcast, ça. Puis à un moment donné, ça s'est placé que, dans le fond, l'idée que je voulais faire, c'était un genre de concept web. En tout cas, c'était pas clair. À un moment donné, j'ai fait. C'est juste arrivé super clairement de c'est un podcast. Je veux faire, c'est un podcast. Puis c'est comme, OK. J'en ai parlé à mon ami Tom, qui est devenu Producer Tom. Puis j'ai fait comme, c'est ça. Puis en fait, ça a parti de moi comme fan, qui est comme, mais non, qu'on n'a jamais accès à. Tu sais, j'ai l'impression que je ne sais pas si vous êtes fan de hockey, les gars, mais vraiment. Genre, tu sais, comme fan, je trouve que le contenu qui nous était offert dans les médias traditionnels était un peu. Tu sais, je trouvais qu'il manquait de diversité. Je trouvais que c'était tout le temps des vieux bonhommes qui donnaient leurs opinions. Puis tout à fait, ouais. OK, cool, tu sais, des puis c'est correct, c'est correct que ça existe, puis ça répond à un mandat, puis ça répond à une demande. Mais il devrait y avoir d'autres trucs. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est rire puis apprendre des affaires. Puis j'étais comme, ben, on pourrait faire ça dans le même podcast. C'est pas un podcast humoristique, là, je pense que c'est juste plus un podcast d'entrevue, mais je pense que il y a comme cette ouverture-là à rire, à des anecdotes, tout ça. Mais les gens relient du hockey. Fait que c'est un peu ça. Moi, j'ai parti à la base. J'ai pas parti avec l'idée de il faudrait que je fasse un podcast vu que je suis humoriste. J'ai parti comme en tant que fan de hockey de il me semble que qu'est-ce que j'aimerais entendre comme fan de hockey?
comme podcast qui n'existe pas. Puis c'est ça que j'ai créé comme podcast, c'est Dress sur le Tape. C'est moi, un gars un peu autiste du hockey qui reçoit des gens du domaine puis qui leur demande ce qu'on a toujours voulu leur demander, mais que, évidemment, puis aussi d'utiliser le médium. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en entrevue 3 minutes à TVA Sport, tu ne pourras pas raconter ce que tu racontes dans un podcast pendant 1h30. Puis aussi à la TV, tu sais, on reste plus dans le politically correct. Oui, bien, c'est ça, c'est plus square, tout ça, alors qu'un podcast, c'est-à-dire, tu sais, si tu arrives et qu'on jase pendant 1h30 et que tu as une bière dans la main, ça ne sera pas la même affaire, là, tu sais, puis on va pouvoir en parler, puis l'histoire que tu n'as jamais le temps de compter, puis que tu résumes toujours en une phrase, là, tu peux compter les détails de ce qui est vraiment arrivé. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, d'utiliser le médium de franchise, d'honnêteté, puis de la longue forme du podcast pour faire comme, OK, mais les joueurs de hockey, c'est des machines à anecdotes. Ils ont des vécus de fous, ils ont toutes des histoires différentes, ils ont toutes des... C'est ça aussi, c'est d'aller explorer des thèmes. C'est vraiment une olympienne, un arbitre homosexuel, un coach, un dépisteur, un gars qui n'a pas réussi à faire la ligue, un gars qui a gagné la coupe. Tu sais, c'est toutes des affaires, ils ont tous des parcours différents. Fait que c'est comme ça que moi, ça a commencé, c'est de faire qu'est-ce que je veux entendre. Il me semble que comme fan, je n'ai pas ça. Il me manque de quoi, tu sais, comme je trouve que... Puis, tu sais, au Québec, on est un petit marché, tu sais, puis je pense que les gens veulent plaire au plus de gens possible. Fait que souvent, ils vont rester dans les mêmes zones, puis ça va être assez général, voire générique, tu sais. Moi, je me suis dit, avec Dress sur le Tape, ça serait cool de faire quelque chose où, justement, moi, je ne suis pas un journaliste, tu sais, je suis là pour avoir des discussions franches, honnêtes, puis aller chercher des informations, mais avoir du plaisir et de ne pas être comme rigide dans la patente. Fait que c'est un peu comme ça que c'est né, Dress sur le Tape. Encore une fois, une réponse absolument très, très longue, mais regarde. C'est ça, c'était pas parti de podcast d'humour, c'était parti de moi, le fan de hockey, qui fait comme, il semble qu'il manque de quoi. Sinon, si tu avais, mettons, à vendre Dress sur le Tape à, mettons, nos auditeurs, puis que tu veux absolument que les gens aillent écouter un épisode de Dress sur le Tape, ce serait lequel que tu suggérerais aux gens? C'est ma question. Moi, de la manière que je parle de Dress sur le Tape, souvent, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter d'écouter quand ils entendent le mot hockey. Ils vont dire, un podcast de hockey, j'écoute. Mais moi, je fais le vent, je fais pas une scène, dans le sens que j'en parle pas comme un podcast de hockey. Je trouve que c'est un podcast d'entretien. C'est ça que c'est à la base de Dress sur le Tape. Et un bon exemple de ça, peut-être c'est cet épisode-là, mais Chantal Maccabé, tu sais, qui est un épisode peut-être l'épisode dont je me fais le plus parler, si ça se trouve, depuis depuis la centaine d'épisodes que j'ai, depuis 4 ans, dans la centaine d'épisodes que j'ai fait, c'est l'épisode dont je me fais peut-être le plus parler. Pourquoi? Parce que c'est un épisode, c'est pas ça démontre bien ce que Dress sur le Tape fait, je pense, c'est-à-dire, oui, il y a quelques épisodes qui vont être plus hockey, plus nichés, où souvent j'avertis l'auditeur en intro, mais souvent c'est juste, hey, Chantal, elle nous parle de son parcours, ses histoires de comment une femme a commencé à travailler dans le milieu hyper masculin du hockey. Elle a été à l'université avec Denis Coderre en sciences politiques. Toutes ces affaires-là. Fait que Dress sur le Tape, c'est un podcast d'entretien avant d'être un podcast de hockey. Puis je dis toujours, le plus beau compliment qu'on me fait souvent, c'est que souvent, il y a un couple qui va l'écouter en char parce que le chum va avoir mis Dress sur le Tape. Puis c'est quoi un gars qui m'avait dit, Manny, le gars, il demandait quelque chose à sa blonde, puis elle a dit, tu t'arrêtes de parler, j'essaie d'écouter. Dans le sens que ça a commencé que c'est lui qui l'a mis, puis elle a fait comme, tu mets un podcast de hockey. Finalement, elle s'est ramassée à trouver ça intéressant, puis elle fait, attends, c'est intéressant, on parle de, OK, on parle d'une femme de joueur, tu sais, mettons Martine Vlasic qui nous explique c'est quoi le côté d'être toujours la femme de, tu sais, c'est quoi leur vie qui est comme un peu spécial, tu sais, pour les gens qui vivent pas ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est un podcast d'entrevue avec du monde qui ont des parcours et des vies vraiment intéressantes. On touche à des thématiques humaines, universelles, tu sais, qui vont... Tu sais, le hockey, c'est pas un podcast de hockey. Le hockey, c'est le prétexte pour qu'on rencontre ces gens-là. C'est ça qui est relié entre elles, mais à la base, c'est comme... Non, attends, moi, je veux savoir c'était quoi faire un travail d'équipe avec Denis Coderre à l'université. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est vraiment ça, Dress sur le Tape. C'est un podcast d'entretien. Puis je pense qu'il y a quelques épisodes où des fois, c'est comme un peu plus pointu. C'est tout ce qui est des épisodes de repêchage. Tout ça, moi, je le dis, le galon s'en va dans le puits de la maladie mentale. Donc, pas des podcasts d'entrevue. Mais il y en a qui sont un petit peu plus, tu sais, OK, mais en général, c'est vraiment chaque podcast amène une thématique de comme, oh, shit, OK. Ça, puis il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour me dire, je suis pas un gros fan de hockey, mais je suis un fan de Dress sur le Tape. J'aime. Ça m'a même réconcilié tout avec le hockey parce que, tu sais, c'est vraiment pas un podcast où on parle de la game du Canadien, de la veille, des scores. Non, vraiment pas. C'est vraiment un podcast d'entrevue, de discussion.
Puis la seule affaire de hockey, c'est que les gens sont issus du domaine. Mais, voilà. Good. T'avais-tu d'autres questions, Isaïe? Tu parlais tantôt que c'est ça qu'on sortait un peu du cadre de la TV. Y a-tu, mettons, un joueur, une personne qu'on voit à la TV qui t'a surpris en entrevue, que comme c'est un funny guy, mettons? Là. Ah, man, attends, il y en a tellement. En plus, j'ai une terrible mémoire. Mais il y en a vraiment beaucoup. Les joueurs de hockey sont très, très drôles. Il y en a un qui m'a fait rire récemment. Pas Yannick, Alex Belzile, je l'ai reçu au podcast, mais l'épisode n'est pas encore sorti. Là, juste avant que la pandémie commence, on a enregistré, puis il m'a fait vraiment beaucoup rire aussi. Qui va être un épisode dans la saison prochaine. Mais des joueurs drôles. Colin. J'essaie de penser, mais parce que moi, c'est vraiment ironique, mais de mon podcast, je suis la personne qui se souvient le moins des invités. Je suis tout le temps comme, c'est qui déjà qu'on a reçu? Puis il faut toujours que j'aille regarder les invités. Mais j'en ai eu vraiment des drôles en plus. J'aimerais vraiment ça que tu me répondes, Chantal Maccabé. Chantal est vraiment dégourdie, là, puis absolument très drôle. Un joueur qui est hilarant, là, tu vois, là, ça me revient tranquillement, mais c'était un épisode qu'on a fait la saison passée, Max Talbot. Max Talbot, très drôle, très volubile, très joker. Son meilleur ami, Bruno Gervais. Aussi, je l'ai écouté dernièrement. Ah, c'est ça, ouais, en plus, parce que Bruno, lui, il est beaucoup plus calme, mais il n'est pas plus gêné, il n'est pas gêné pour autant, tu sais, fait qu'il va te lâcher des lignes que t'es comme, oh mon Dieu, il n'est pas gêné par tout. Fait que Max Talbot, qui est venu, lui, on avait vraiment beaucoup ri. Il était venu avec Pierre-Yves Roy Desmarais, puis je pense qu'il nous comptait justement, il notait dans son cellulaire toutes les expressions que Bob Hartley avait dit, il avait coaché. Okay. Là, t'as comme toutes les expressions pas de bon sens que Bob Hartley toutes les affaires, les observations, tu sais, Bob Hartley qui boit tout le temps du Coke zéro, moi, ça me fait pleurer de rire, ces affaires. Mais, fait que eux, sont des bons. Sinon, aussi, en anglais, si on écoute Spin Chiclet, il y a des Paul Bissonnette et Ryan Whitney, ils en ont fait une carrière là, d'être des gars, tu sais, des gars qui étaient tout le temps des jokers dans la chambre, super charismatiques. Tu sais, même si c'est un gars de 4e ligne, Paul Bissonnette, puis Ryan Whitney, finalement, il y a eu des grosses blessures. Ces gars-là, même en termes d'anecdotes, c'est comme les ultimes joueurs de hockey. Là, pas nés, évidemment. Mais eux, c'est les plus connus. Good. Si tu nous le permets, on va passer sur ton inspiration ou ton inspiration, si on utilise le jeu de mots. Je vais l'introduire comme ça. Dans ton vidéo promotionnelle pour la mission de le rencontrer, tu le qualifies comme une légende vivante, ton héros d'enfance et le plus grand homme de tous les temps. La vraie question, c'est, connais-tu encore tes phrases en suédois? Damn, non! Hey, ça, c'est une bonne question. Non, man. Man, en plus, j'ai refait un autre sketch en faux finlandais depuis. Puis c'est la folie. Mais non, c'était genre... mais ça, c'est des vraies phrases en suédois. Oui, ça, j'en doute pas. Je m'étais dit à la joke, je vais en faire. Finalement, je les avais écrits dans Google Translate. Puis je m'étais comme pris au jeu. J'étais comme, finalement, je les disais, genre, pour vrai. Puis cette vidéo-là, la vidéo de promo, quand on l'a fait, c'est vraiment notre pitch de vente, évidemment, mais ça reste que c'est ça ta porte d'entrée, parce que c'est ça qui va voyager. Puis on l'avait traduit avec des sous-titres en anglais. Puis comme de fait, ça s'est rendu en Suède. Puis le vrai gars qui finalement nous a mis en contact avec, je ne sais pas si on peut dire c'est qui. Oui, vas-y. Peter Forsberg. Parce qu'on parlait depuis tantôt de Peter Forsberg, qui est un ancien joueur de l'Avalanche du Colorado, entre autres, qui a une magistrale carrière dans le national. Et c'est ça, lui, c'était pour le rencontrer, lui. Puis la vidéo de promo qu'on a sous-titrée en anglais, c'est rendu à un gars de sa ville natale, qui est comme un peu un ami, un genre de bonne connaissance de Peter Forsberg. Puis lui, il a trouvé ça tellement drôle, puis tellement cave, puis tellement genre comme, ah man, les Canadiens et les Suédois, les deux, on capote sur le hockey, puis comme... C'est lui qui a comme pris ça à cœur de faire non, comme moi, je vais m'occuper que Peter il le fasse, comme ça n'a pas de bon sens. Puis là, eux, ils ont envoyé cette vidéo-là à Forsberg, puis d'autres gens l'envoyaient à Forsberg. Genre, t'as-tu vu ces gars-là, man, qui te cherchent? C'est mon gars, tu sais, puis genre, puis là... Ça, c'est la même affaire que le gars de Clichy va avoir cette semaine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, finalement, la vidéo, tu sais, c'est ça qui nous a, par la bande, permis d'accéder à Forsberg, parce que là,
d'autres gens se l'envoyaient, puis là, il réécrivait à Forsberg, Yo, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça? Puis même si Peter, je pense qu'il l'a pas écouté lui-même, à force de recevoir des messages d'amis qui disent Yo, t'as-tu vu ces deux gars, t'as-tu vu ces deux gars-là? Je pense qu'il a fini par prendre ça au sérieux, puis il a fait comme Ils sont sérieux, là, ces gars-là, ils s'en viennent ici. Hein? Puis comme de fait, on l'a rencontré, tu sais, fait que c'est ça, fait que ça nous a aidé. Mais non, je me souviens plus des phrases en suédois, parce que depuis, j'ai fait un autre sketch que j'ai mis sur ma page YouTube où c'est tellement con, man. On faisait une entrevue de type antichambre. Puis c'était avec Pierre-Yves Desmarais qui joue l'intervieweur. Puis comment on reçoit quelqu'un qui est dans le vestiaire du Canadien, puis là, on reçoit le grain de beauté de Jesperi Kotkaniemi, déguisé en grain de beauté. Je parle un faux finlandais. Tu sais, c'est comme avec des sous-titres. Puis tu sais, justement, j'avais écouté comme du finlandais pendant comme des jours avant, juste pour comme avoir la musicalité de, tu sais, comme tu l'as là. C'est juste comme des affaires comme quoi, ça veut comme rien dire, mais c'est des sons phonés. Okay. Puis, fait que là, c'est drôle de parler des fausses langues, mais ça veut rien dire. Fait que, pourquoi la fascination sur Peter Forsberg? C'est-tu ton joueur préféré quand tu étais petit? Ou... Ouais, c'est ça, c'est mon premier joueur. C'est mon joueur préféré d'enfance, vraiment. Tu sais, quand t'es jeune, tu pognes tu tombes sur quelqu'un et t'es comme. Ce n'est que lui. Ouais, c'est ça, tu sais, t'es comme, OK, mais ça te prend des modèles quand t'es jeune ou whatever. Puis lui, man, il jouait pour l'Avalanche. Moi, j'avais 6, 7 ans, 8 ans quand l'Avalanche est rentrée dans ses grosses années, là, dans les milieux 90, justement. Ça kick, Forsberg, Patrick Roy, puis là, après ça, Bob Blake, puis Raymond Bourque. C'était comme une des dynasties. Puis, ironiquement, moi, je suis un gars de Montréal, puis c'était l'équipe de Québec qui a déménagé. Peut-être que s'il était resté à Québec, ça aurait été différent, puis j'aurais jamais pu aimer autant un joueur des Nordiques. Mais comme ils ont déménagé, moi, j'ai plus connu l'Avalanche. Fait que, non, ce gars-là, man, c'était comme... Je sais pas, il parlait pas beaucoup. C'est un gars, justement, aussi, c'est pour ça que je pense que le podcast avait une certaine valeur quand on l'a retrouvé. C'est pas un gars que tu vois beaucoup dans les médias, puis non, vraiment pas. Il a un aura très mystérieux, mais c'est une putain de légende. Tu sais, le gars, il est comme... son ratio de passes par match, il est 4e de tous les temps, après Lemieux, Gretzky puis Bobby Orr. C'est comme, c'est quand même fou dans la tête, cette classe d'élite-là. Il a une carrière comme un peu plus courte à cause des maudites blessures à son pied qui ont forcé à prendre sa retraite. Mais il venait briser l'image, le cliché des Européens. Les gens disaient les Européens, ouais, mais ils sont soft. À l'époque, la Ligue nationale, c'était très dur, c'était très physique, et la bataille. Puis, c'est comme, ouais, mais les Suédois ou les Européens en général, quand ça devient tough, là, ils vont s'effacer. Puis lui, c'était l'inverse. Il passait en deuxième vitesse, il gelait tout le monde. C'est lui qui a comme un peu popularisé, je ne sais pas s'il l'a inventé, mais il a popularisé le move où quand tu as la rondelle, quelqu'un vient pour frapper, c'est toi qui le frappes avant qu'il frappe. Fait que la personne n'a pas la rondelle, elle va vous avoir, c'est elle qui se ramasse sur le cul, puis elle est comme, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ce genre d'affaire que Forsberg, il faisait, tu sais. Puis il faisait comme tout, ce gars-là, tu sais, il jouait son équipe où le monde parlait plus de Sakic, mais s'il avait été sur une autre équipe, ça aurait été lui, là, la vedette, tu sais. Fait qu'il y avait cette espèce d'aura-là, son espèce de goatee en or, tu sais, c'était malade. Les Suédois, il y a comme un aspect viking un peu à ça, tu sais, super mythique, un peu flou, puis à la base, tu sais, somme toute assez comme faux et cliché, mais tu sais, quand t'es kid, t'es comme waouh! Puis j'étais allé au Salon du Livre dans une sortie scolaire, puis il y avait une vieille collection de livres qui s'appelait Scholastique. Oui, on est jeunes, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait une que c'était Peter Forsberg, c'était comme la bio de Forsberg. Que j'ai ramené, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, j'y ai montré, puis il était comme un livre sur moi en français. C'était comme bien des niveaux. Puis ce livre-là, je l'ai acheté, puis c'était comme mon premier livre. Je dis toujours à la joke, genre, le fait que mon premier livre à vie, c'est une bio de Forsberg, tu voyais que j'allais pas me rendre au doctorat, certain. mais fait que c'est ça, fait que ça a été mon premier livre. Puis là, il y a eu les Olympiques de 98, puis là, il jouait pour la Suède. Puis fait que les bonnes années de l'Avalanche. Fait que ça a été comme, dans ces années-là, le Canadien, là, c'était les pires années au monde. Là, le Canadien va mal en ce moment. Non, fin 90. Début 2000, c'était catastrophique. Il y avait le meilleur scoreur, faisait 49 points. C'était dégueulasse. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui fait que j'étais comme, hey, ce gars-là. Ouais. Et là, évidemment, tu te crées ça devient comme un idole surhumain. Fait que, ouais, c'est comme ça, Forsberg, ça a parti. Mais pourquoi aussi je pense que ça a autant résonné chez le monde, c'est qu'on dirait que si ça avait été juste moi qui capote sur un gars, puis nous, on sont comme, ouais, OK, bravo, c'est un peu ton affaire. Mais non, tout le monde a comme, hey man, il était-tu
j'ai vu que ça a vraiment rejoint la communauté qui écoutait de Red Tape. D'une part, les fans de hockey qui sont comme... C'est vrai qu'il était fucking nice, ce gars-là. Genre, pas assez. Puis justement, il est comme un peu jamais là dans le décor, puis il est comme presque oublié. D'une part, puis les gens qui suivent pas le hockey, tout l'aspect, la quête d'aller trouver un gars en Suède, tout le monde fait « Ouais, mais attends, on veut savoir comment ça finit cette histoire-là. » C'est ton affaire, là, tu sais. Je veux dire, le gars à Montréal qui fait une vidéo en faux suédois, là, il est détraqué mental. Fait que même si t'es comme fan ou semi-fan, t'es comme ou pas fan, t'es comme attends, je veux savoir comment l'histoire va finir. Ouais. Puis les gens m'arrêtent de me demander des fois, tu l'as-tu trouvé? Il est comment? Je leur dis, l'as-tu trouvé, finalement? L'as-tu trouvé, Forza? Puis quand je leur dis ouais, on est allé, on l'a rencontré, ils sont là. Puis il était comment? Puis, évidemment, il était parfait. Fait que bref, c'est encore une fois. Tu sais, Isaïe, t'en avais-tu un joueur quand t'étais jeune que c'était que lui? Moi, j'ai commencé avec Alex Kovalev. Classique. Moi, il m'impressionnait, le joueur-là. Puis c'est comme un peu comme tu disais, par son physique, là, avec les cheveux longs, là, il était grand, en tout cas, moi, c'était mon joueur d'enfance. Oui, mais il y avait un aura aussi, là, tout à fait. Comme, je m'en fous de tout. Puis, ça fait c'est l'artiste, là, je veux dire, s'il décidait, ça ne pouvait pas y tenter de jouer pendant 5 games, mais la game que ça y tentait, il jouait. Tu avais un souvenir pour le reste de ta vie. Moi, quand j'étais jeune, c'était Rick Nash. Moi, c'était que Rick Nash. J'étais fan des Blue Jackets de Columbus. Aujourd'hui, ça a changé parce que j'ai voulu plaire aux filles. Mais quand j'étais jeune, j'avais mon jersey des Blue Jackets. Puis là, nous, on vient de Drummondville. Fait que là, Derek Brassard avait été repêché par les Blue Jackets. Là, moi, c'était... T'as-tu un jersey de Derek Brassard des Blue Jackets? Non, mais mon chandail des Blue Jackets, c'est signé par Derek Brassard. Ah, OK. C'était un chandail de Rick Nash, non? Non. Pas quand j'étais jeune, j'avais pas encore développé ma maladie des jerseys que j'ai maintenant. Ah, coupable également. Mais oui, Rick Nash, c'était un solide joueur. Là. Il a comme pris sa retraite à cause des commotions. Mais exact. Il a encore en train de jouer. Puis c'était une légende. D'ailleurs, Derek Brassard vient d'acheter une... Oui, j'ai vu ça juste avant. Actionnaire minoritaire des Olympiques de Gatineau. Okay. Je pense qu'il vient du coin. Oui, il vient de ce coin-là. Ouais. Sinon, comment il t'a inspiré, Peter Forsberg, quand tu jouais au hockey? Est-ce que c'est un style de jeu que tu t'inspirais de lui? Tu disais tantôt que tu étais plus petit, fait que j'imagine peut-être que ça t'inspirait à prendre ta place. Je sais pas, ça... Honnêtement, c'était vraiment drôle, mais comme à l'époque aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as tellement accès à beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, comme tu vas sur YouTube, tu marques Highlights, tu marques Crosby, Ovechkin, McDavid, puis tu as accès à des milliers d'heures de footage, puis tu peux t'inspirer, mais même si je ne suis pas si vieux, juste 31 ans, mais quand j'étais kid, il n'y avait pas ça. Quand j'étais kid, puis tu voulais... Donc, moi, j'avais genre des VHS que mon père avait acheté au Hall of Fame à Toronto quand il était allé là pour un voyage d'affaires. Il m'achetait des VHS de highlights de games, tu sais, parce que les autres games, tu ne les avais pas vus anyway, parce que tu ne voyais rien d'autre que les games de ton équipe. Puis c'était un peu là-dedans qu'il y avait comme... C'était des cassettes que je regardais en loop, tu sais, de feintes, de highlight goal, tu sais. Fait que c'est des trucs que quand t'es kid, ça t'inspire à essayer des moves, ça t'inspire à essayer des affaires, tu sais. Fait que Forsberg, oui, mais tu sais, Forsberg, je ne peux pas avoir accès à 8000 heures de lui. C'était plus comme, tu sais, aujourd'hui, des montages de Forsberg sur YouTube, en veux-tu, en v'là, puis il y en a qui durent 40 minutes, là, tu sais, c'est malade, là, tu sais, mais quand t'es jeune, t'es comme, OK, tu vois des bouts, t'as-tu vu la game? Non, trop tard, tu verras jamais cet extrait-là. Tu sais, c'est comme, c'était à une autre époque, même si ça fait pas si longtemps. Fait que toutes ces cassettes-là, dont faisait partie Forsberg, ça t'inspire à essayer des moves, à essayer des feintes. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, puis c'est pour ça que les jeunes sont vraiment plus créatifs, puis que le hockey est vraiment plus skilled, puis tu sais, des Patrick Kane, là, des mains, puis... Fait que bref, ouais. Quand t'es jeune, ça t'inspire à essayer des affaires, puis... Ouais. On faisait des petites recherches sur Peter Forsberg, puis on regardait tous ses plus gros accomplissements, comme quoi il a fini premier pointeur des séries après avoir raté une saison complète à cause d'une blessure à la rate, son chandail retiré, membre du Temple de la Renommée. Il est un des 30 membres aussi du Triple Gold Club. Oui, puis il est même un des quelques, je pense qu'ils sont 4 ou quelque chose comme ça, à avoir le double Triple Gold Club. Non, on va gagner 2. Tu as comme gagné 2 Coupes Stanley, 2 médailles d'or olympiques,
puis 2 championnats du monde, je pense. OK. Lui, il fait partie de genre avec 2 autres Russes, là, genre Larionov puis Fetsov ou quelque chose. OK. Ils sont 3. C'est déjà, si t'es dans le Triple Gold Club, t'es comme wow, genre comme t'as une belle carrière. Lui, il l'a fait 2 fois. Tu sais, c'est comme. Ça n'a pas de bon sens. C'est très fort. Ouais, tu sais, ça, 116 points à sa 2e saison dans la Ligue nationale après avoir remporté le trophée Calder. Il a été aussi, ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il a été échangé dans l'échange d'Éric Lindros, qui nous concerne pas mal ici au Québec. J'ai une dernière question sur Peter Forsberg. Tantôt, tu as parlé des blessures. Sur sa page Wikipédia, ça disait qu'il a subi 25 opérations. Donc, sans les blessures, qu'est-ce que tu penses que c'était le potentiel de ce joueur-là comme impact dans une nationale? Est-ce que dans les plus grands, il fait vraiment partie des bons joueurs. C'est lui, il avait un problème, je pense que c'était un pied. Ouais, un pied. À la fin, c'était un pied, mais au début, il y avait eu le poignet, il y a eu la rate. Là, la rate, il a sauté dans les séries. Il a dû rater les séries, mais c'est lui, comme il disait, je pense jusqu'à 30 ans, ça allait full bien, puis à partir de 30 ans, son corps commençait à y lâcher pièce par pièce. Non, c'est sûr qu'on s'est fait voler beaucoup de hockey aux blessures de Peter Forsberg, mais honnêtement, heureusement, il a assez joué pour que, justement, comme tu l'as dit, tu as nommé tous ses accomplissements, ça reste, il est quand même un grand, là, un grand parmi les grands. Je pense que c'est juste qu'on aurait eu un plus gros sample size, puis je pense que d'autres gens l'auraient découvert. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Vous-même, je ne sais pas vous avez quel âge, mais je ne sais pas si vous l'avez vu jouer un peu. Ou... On a 22 puis 19. Fait que moi, je l'ai vu peut-être 3-4 ans, mettons. C'est ça, puis en fin de carrière, il était... il a rejoué, je pense, en 2008. Il était revenu avec le Colorado, puis il était encore bon. Ça n'a pas de sens. Il ne jouait plus, il revenait comme si de rien n'était, puis il torchait encore. Mais non, c'est ça. On s'est fait voler beaucoup de hockey aux blessures, mais pour vrai, on a eu quand même des bonnes saisons de lui. On a eu assez un gros sample size pour faire comme OK, ce gars-là, 4e meilleure passe par match de l'histoire, ça n'a pas de sens. Mais il aurait pu jouer là, un autre 500 games facile. Puis, mais bref. Mais c'est pas grave, heureusement. Oui, tu voulais-tu compléter, Isaïe, avec... parce que David, tu nous as parlé de 2 autres joueurs. Puis, je suis curieux de savoir pourquoi ces joueurs-là étaient spéciaux pour toi. Tu nous as parlé de Mario Lemieux et de Pavel Bure. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu gardes de ces joueurs-là? Parce que tu nous en as vraiment parlé. Tu nous avais parlé justement de Forsberg. Mais tu nous as parlé de ces 2 joueurs-là. Oui, écoute, la liste pourrait faire ça pendant des heures. Mais non, écoute, c'est encore une fois des joueurs que vous avez probablement pas vu ou peu vu jouer, mais Pavel Bure, c'est comme. Tu sais, on regarde, mettons, vous regardez des vieux matchs de hockey des années 90, mon Dieu, mais c'est catastrophique, le hockey. C'était dégueulasse. Ils vont pas vite. Ça se cross-check dans la tête. Il n'y a pas de skill. Pavel Bure fait partie d'une classe de joueurs que lui, aujourd'hui, non seulement il pourrait jouer aujourd'hui, mais il serait dans la bonne époque. C'était un gars qui était rapide. Il avait des mains. Il faisait des backhand toe drag. Dans les années 90, c'est comme, il était ailleurs. Il était tellement dynamique, tellement scoreur, ce gars-là. Quand il est arrivé, c'était comme un des joueurs les plus excitants que tu as vu de ta vie. Il scorait 60 goals avec les Panthers. Ça n'a pas de sens. Là, puis c'était un gars qui était juste trop cool, l'espèce de russe, là, mais juste tellement rapide, tellement poteux. Puis justement, des gars comme lui, comme Paul Kariya, t'es comme plus petit, mais très skilled. T'es comme eux, ils sont pas nés à la bonne époque. Alors que les gros qui étaient lents et qui te frappaient dans la tête, des Scott Stevens, ça ne pourrait plus exister aujourd'hui. Mais des Kariya, Bourré, tu es comme ah man, eux, justement, ils se sont fait défoncer. Bourré, c'est les genoux, il s'est fait défoncer les genoux. Mais ce gars-là, aujourd'hui, si vous aviez la chance de le voir, tu serais comme mon Dieu, mais il n'y a pas de bon sens. C'était une bombe. Là, Fait que, ouais, ce gars-là, en termes de dynamisme, c'était un des joueurs. On regarde le hockey, ça reste du divertissement, c'est de l'entertainment. Puis ce gars-là, c'était comme tu payes un billet pour voir jouer Pavel Bure. Après ça, Mario Lemieux, c'est comme parler de Dieu pour moi. Quand tu regardes ses stats dans le junior, là, ça n'a aucun bon sens. Ouais, puis dans NHL, il y a une saison de 199 points, puis il n'a même pas joué tous les matchs cette année-là. Il y a juste Gretzky qui a une saison de 200 points, mais comme Gretzky passait à 1 point, puis il a manqué, genre, je ne sais pas combien de games, comme il l'aurait fait. Ça n'a aucun bon sens. C'est juste.
il y a une expression en anglais, c'est a man among boys. Là, c'est comme un homme parmi les enfants. Là, c'est comme personne n'était à son niveau. J'ai même pas de chandail de Mario Lemieux parce que je peux pas commander un chandail de Dieu. Puis le mettre. C'est comme si tu haut sur un piédestal. Je suis comme non, Mario Lemieux, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, la meilleure personne à avoir jamais mis des patins de tous les temps, c'est Mario Lemieux. Puis ces gars-là, encore une fois, lui aussi, il traverse les époques. Il était juste 6 pieds 4, une espèce d'intelligence de hockey, pas de bon sens. Il ralentissait le jeu. N'importe quoi qu'un joueur faisait, l'adverse, ça allait être une erreur. Il prenait la mauvaise décision invariablement. Si tu faisais ça, il va faire ça. Si tu fais ça, il va faire ça. Ce gars-là, un de mes meilleurs souvenirs, tu parlais de souvenirs de hockey, c'est quand il est revenu au jeu. C'est comme si Jésus revenait sur Terre. Là. J'étais comme non. Puis je me souviens, mon père, j'ai jamais vu mon père qui c'était le même, il était comme faut avoir fini de souper avant la game. Il a dit avoir fini de souper, il est revenu un mois de décembre, je pense, 2000. C'était un soir de semaine, puis tous les réseaux diffusaient cette game-là. Le gars, il n'a pas joué depuis 3 ans. Il fait 76 points en 43 matchs. Oui, puis son premier match, il a eu 3 points. Ça n'a aucun rapport. Là, c'est comme, c'est quoi que tu as dans le sang? Là, comme, ça n'a aucun sens, ce gars-là. Pour moi, le voir jouer, c'était comme de la poésie. C'est comme, souvent, pour moi, les athlètes, là, le monde, ils séparent les arts puis le sport. Mais pour moi, les athlètes, les grands athlètes, c'est des artistes. Je veux dire, Pavel Datsyuk, Kovalev, le mieux, tu regardes, t'es comme, non, mais c'est gracieux, là, ça n'a aucun sens. Vraiment, ouais. Ces gars-là, c'est des artistes de haut niveau. Là. Fait que Mario Lemieux, pour moi, c'est le top du top. D'ailleurs, s'il y en a qui peut-être l'ont pas vu jouer, il y a un film, je pense, sur YouTube qui s'appelle Mario The Best, Simply the Best, ou quelque chose, je me souviens plus c'est quoi le titre exact, là, mais Mario, genre The Best Ever, quelque chose comme ça. Okay. C'est un vrai film, genre de comme 1 heure. Si vous voulez voir là, du footage en masse de lui, c'est juste comme... Oui, évidemment, le hockey d'antan a vraiment mal vieilli, puis t'es comme, mon Dieu, que les goalers étaient mauvais. Mais ce gars-là, il est comme ailleurs. Je sais pas comment dire d'autre que pour moi, c'est genre le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que comment il se résume le mieux, là, comme je parlais tantôt, sa saison en junior, la saison 1983-84 avec les Voisins de Laval, 282 points en 70 matchs. C'est quoi ça? Là? C'est insultant pour tout le monde. Là. Ce qui me fait capoter, c'est qu'il y a un match qui fait... Mettons, un match, ça va pas bien, il fait 0 points. Et là, le match d'après, il faut qu'il en fasse 8. Ouais, puis il va le faire. Puis, puis un match de 0 points, c'est déjà arrivé, ou pour lui, un mauvais match? Je sais pas, je serais curieux de savoir, mais ça n'a aucun sens. Un match, le match d'une vie pour un autre joueur, c'était pour lui, c'était un mauvais match. 4 points. C'est ça. Aucun bon sens. Non, fait que ce gars-là, c'est comme... Il y a tellement d'extraits. Il y a la fameuse passe aux Olympiques de 2002, il y a eu une passe qui a été faite, puis lui, il a comme fait comme s'il allait la prendre, mais il l'a laissé passer entre ses jambes. Oui. Il allait à Paul Carey. Des affaires, t'es comme quoi? Comme, il savait que l'autre était là dans le dos. Mais tu sais, ces affaires, ça n'a pas de sens. C'est comme du charisme sur patin. T'es comme, man, ce gars-là, wow. Man, les fans de Pittsburgh sont tellement bad-luckés dans la vie qu'ils ont eu Sidney Crosby à la seconde que Mario Lemieux est parti. Ouais, en fait, ils ont gagné. C'est l'année qu'il y a eu le lockout. Oui, exact. Gagné la loterie. Oui, ils ont gagné la loterie qui était vraiment... vu qu'il n'y a pas eu de saison, tout le monde avait des boules dans le truc. Puis le Canadien avait été 5e, on l'a repêché. Le Canadien aurait pu gagner Crosby. Tout était possible. Puis s'il n'avait pas gagné Crosby, presque certainement que l'équipe aurait déménagé. Oui, c'est ça. L'équipe allait vraiment mal financièrement. C'était pratiquement au bord du gouffre. Puis là, ils ont eu la bénédiction de Dieu de gagner la loterie de Crosby. Puis ça fait qu'il y a encore une équipe à Pittsburgh. Puis ils ont gagné 3 Coupes Stanley depuis. On va passer à nos petits segments. On a 3 petits segments qu'on va faire pour conclure le podcast. Il y a eu une grosse nouvelle cette semaine, le retour de la Ligue nationale. Fait que tu vas voir que les segments sont assez inspirés de cette nouvelle-là. Je pense que c'est une nouvelle qui est assez majeure. C'est pas mal le premier sport en Amérique du Nord qui confirme qu'il va revenir avec un protocole puis une façon de revenir. On va commencer avec notre segment d'actualité. Comment tu trouves ce protocole-là de retour de la NH? Tu vas-tu regarder les matchs? Comment tu trouves ça?
Ben ouais, honnêtement, mais à date aussi, il faut dire, à date, ils ont sorti le protocole, mais on ne sait pas si ça va se faire. À date, c'est vraiment une suggestion, là, dans le fond, le gouvernement le fait, mais au final, la décision va revenir au gouvernement qui vont dire oui ou non, êtes-vous malade? On ne peut pas faire ça. Mais honnêtement, Gary Bettman et sa tête de cochon m'impressionne à chaque fois. Dès que non, il veut vraiment faire de quoi il fait. C'est sûr que j'étais un peu bittersweet parce que j'étais tellement content que les Canadiens avaient comme une boule dans la loterie puis qu'on pouvait avoir un choix de top 3. Fait que le monde que finalement on fasse les séries, c'est presque, je suis comme, ah non, je peux pas croire qu'on fait les séries, genre, tu sais, mais en même temps, je pense que ça va faire du bien à tout le monde que le Canadien joue. Puis à partir de, tu sais, là, c'est des 3 de 5 au début, fait que, tout peut arriver, là, tu sais, je veux dire, si Columbus a battu Tampa Bay l'année passée en 4, tu sais pas si Price il goal sa tête 2 games, puis tu ramasses à battre une équipe meilleure que toi. Mais honnêtement, je trouve qu'ils font quand même preuve d'une certaine créativité, d'avoir des villes hubs un peu, puis fait vraiment, je trouve ça intéressant. C'est sûr que avec le draft qui va être rendu quand, après ça, la saison prochaine, ils parlent de recommencer en décembre. Mais en même temps, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir recommencer avec avec des foules? Parce qu'aux États-Unis, il y a tellement de monde, la population est tellement dense que tu fais même le virus, il ne va pas être parti dans 15 minutes. Là, fait que là, tout ça, tu fais quand même quelle logistique impossible à gérer. Mais honnêtement, le fait qu'il y ait des séries, honnêtement, ça fait du bien parce que tout le monde est tellement sevrage. Le monde ne sait plus quel film regarder, quelle série regarder, quel livre lire. Ils sont là, hey man, là, je suis tanné, là, je veux juste. Fait que je pense que le sport, c'est un peu ça, là, ça rassemble le monde. Puis je pense que ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Mais encore une fois, ce n'est au stade où on se parle en ce moment, c'est encore juste une proposition. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être accepté, en fait. Tout à fait. Prochain segment, c'est un segment qui fait que dans quelques mois, quelques années, on va voir si on est un épais ou un génie. Donc, c'est le segment épais ou génie. Donc, notre question, c'est maintenant qu'on a une date de retour de la Ligue nationale ou presque, qu'on est juillet ou presque, qui gagnerait la Coupe Stanley? C'est ça, là, même dans un format de playoff régulier, on a l'air des épais. Même si c'est un 4 de 7 et qu'il n'y avait pas eu de pandémie, on serait quand même des Mongols parce que tout le monde l'année passée a dit Tampa Bay. Puis Tampa Bay n'a pas gagné une game des séries. Fait que c'est une bonne question, honnêtement. Le pire, c'est que j'en jetais pas au fait des plus récents classements, là, tu sais. Mais honnêtement, il y avait beaucoup d'équipes que là, en plus, c'est que les gars qui étaient blessés vont pouvoir revenir. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il y en a plein qui disent. Il y en a plein qui disent que ça va être les meilleures séries de l'histoire parce que toutes les équipes vont être en santé. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir. Écoute, ça reste encore, je pense, les usual suspects. Je dirais pas Tampa Bay, juste pour voir s'ils sont capables de faire quelque chose. Mais tu sais, Boston, tu sais, j'aime vraiment Colorado. Ouais. Je trouve qu'ils sont. Tu sais, ça sera pas cette année Colorado, mais ils sont vraiment dans la bonne direction. Puis je pense que Rantanen va avoir le temps de revenir. Boston, à chaque année, ils sont excellents. Les Blues ont perdu un joueur de l'année passée, puis ont gagné la Coupe l'année passée. Fait que je vois pas qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer. Fait que non, c'est ça, je pense que c'est. Je sais pas, j'oublie peut-être. Toronto, j'y crois pas. Ouais, c'est ça, Panther. Il manque des équipes, là, sûrement, là, dans l'Ouest. Mais tu sais. Vegas. Ouais, Vegas, vraiment, là, ils pourraient complètement gagner la Coupe. C'est comme. Ils n'ont pas la meilleure défensive au monde, mais. Hey, man, avec Fleury, l'année passée, ils se sont fait battre par les Sharks, mais il y a eu tellement de scandales dans cette série-là que. Ouais. C'est ça, les séries, c'est tellement différent. Sinon, il y a les Capitals. Ouais, Washington, j'aimerais ça. Kovalchuk, puis Ovechkin qui vient d'avoir un enfant, genre aujourd'hui ou hier. Oui, ouais, c'est ça. Il a appelé Ilya, d'ailleurs. Pour vrai, je savais pas. Peut-être en honneur de Kovalchuk, qui sait. Mais fait que, man, ça serait nice aussi. J'ai pas vraiment de parti pris, j'ai juste vraiment hâte puis d'avoir un bon show. Ouais, et toi, Isaïe? Moi, je crois au back-to-back des Blues, je pense. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en plus, on avait fait dans je pense, le deuxième podcast avec Kevin puis avec Louis, on avait fait nos prédictions. Je me rappelle, tu y allais avec les Capitals dans le temps. Ouais.
Moi, j'étais allé avec le Lightning, parce que ça doit faire 4 ans que j'ai mis champion de la Coupe Stanley. Fait qu'à un moment donné, l'année on va tomber sur l'année. L'année que tu ne mettras pas, ils vont gagner. Ah, exactement. Fait que je veux pas laisser... On n'a même pas parlé de Pittsburgh. Tu sais. Non, c'est vrai. Non, mais le Canadien va y sortir. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis, on n'a pas parlé de McDavid, mais son équipe est moyenne. Là, mais genre, c'est fou là, que Crosby, tu ne peux jamais le compter, tu peux jamais le sous-estimer. Là, non, tout à fait, dernier segment, c'est notre segment un peu comme à tout le monde en parle, là, un segment d'une question controversée. Moi, je te pose, est-ce que le Canadien mérite sa place dans les séries? C'est drôle ça, parce que comme Shea Weber a répondu à ça. Oui, il avait été pas non, trop... Ben non. C'est ça. Il est comme, mais non, on ne mérite pas, mais là, on peut jouer, fait que faisons-le. Fait que, c'est une question de comme, qui suis-je pour répondre à ça? Dans le sens où c'est comme, les joueurs te le diraient eux-mêmes, genre comme, ben, ils méritent. Non, techniquement, on n'a pas gagné. En même temps, s'ils ont assez bien joué pour être dans le top 12 des équipes, certains diraient, ben oui. Le format qui a été testé, les 12 équipes ne sont pas dans les moins bonnes équipes, ne sont pas dans les 8 moins bonnes équipes de la Ligue. Fait que quelqu'un dirait dans les 24 meilleurs. Fait que dans ce sens-là, ouais, tu sais, mais c'est sûr que je pense pas que c'est le même que les gars auraient voulu commencer. Tu as l'impression d'avoir une invitation par pitié au party. Fait que c'est un peu, mais honnêtement, une fois que les séries sont commencées, je te dis, si Weber, Price, Gallagher et compagnie sont sur leur game, qu'on se rend en finale de l'Est, je sais pas, tout peut arriver. Là, c'est les 10 ans de la finale de l'Est de Halak, je sais pas si vous en souvenez. Oui, tout à fait. Et ça, c'était comme, tu vois bien là, que tout peut arriver, puis ça, c'était un format 4-7. Fait à suivre, mais non, honnêtement, on va dire qu'on l'a mérité parce qu'on est les 24 meilleures équipes de la Ligue. Oui, c'est ça. Mais d'après moi, le fait que Montréal est un gros marché, ça nous a aidé à augmenter notre mérite. Parce que ouais, c'est ça. On n'avait pas fait des séries depuis combien d'années? Je pense qu'on s'enlignait pour une 4e fois en 5 ans qu'on les a c'est ça. Okay, ouais. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup qui débattent si c'est mieux une place en série ou une place dans le boulier. Moi personnellement, j'aurais aimé mieux la place dans le boulier. Je pense que le top 10 du repêchage est tellement boosté cette année que je pense que d'ajouter un Marco Rossi ou un Alexander Holtz ou quelque chose comme ça, je pense que ça aurait aidé le Canadien pour plus d'années que de gagner une ronde contre les Pingouins puis de se faire sacrer une volée par le Lightning après. Là, Mais ça se peut encore, je pense. Je pense qu'il parle de comme que les équipes ça se peut encore. vont avoir un pourcentage. La loterie va être le 26 juin. Fait que j'ai pas encore comme pris connaissance des règles, mais c'est comme encore possible. Puis c'est juste de monter dans le top 5, top 3. Là, top 5, ça serait fou. Là, exact. Mais bon, évidemment, Lafrenière. Exact. On va espérer. C'est ça qui va mettre un terme au podcast, David. Pour vrai, merci. Ça a été vraiment le fun de t'écouter. Tu as peut-être trouvé tes réponses trop longues, mais ça a été vraiment un plaisir de t'écouter. Pour vrai, moi, j'ai été captivé tout le long. Vraiment. Je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans le podcast dans lequel nous, on œuvre. Puis ça a été vraiment agréable de t'écouter. Toi, comment tu as trouvé ça, ta première expérience Inspiration? Parce qu'on sait pas, il y en aura peut-être une deuxième. Ben oui, ça va me faire plaisir de revenir. Ben merci à vous, les gars, pour vrai. Merci de l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'écouter le podcast, honnêtement, d'écouter Dressel Tape, d'en parler, de partir un podcast. Je trouve ça vraiment cool. Ça m'a fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, si je voulais vous demander comment vous aviez entendu parler de Dressel Tape à la base. Comment vous avez connu mon podcast? C'est toujours une question qui me... C'est toujours quelque chose dont je suis curieux. Moi, personnellement, je m'en rappelle pas précisément, mais je me rappelle que j'écoutais Dressel Tape avant que tu lances le GoFundMe pour la mission Forsberg. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, je pense que c'était... moi, j'écoute sous-écoute depuis quasiment que c'est commencé. Donc, je pense que je t'ai connu peut-être là. Puis là, je me suis peut-être renseigné sur ce que tu faisais. Là, je t'avais trouvé drôle. Puis je pense que c'est pas... Puis là, j'ai vu que tu avais un podcast de hockey. Moi, j'aime le hockey. Ça fait 1+1. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai connu ça. Toi, Isaïe? Moi, c'est Anto qui me dit hey, va écouter ça. J'ai goût de faire un podcast de sport. Il est bien drôle, écoute ça. J'ai écouté ça, puis j'ai écouté une couple d'épisodes, puis vraiment trippé. Très cool. Ben, écoute, merci vraiment encore, les gars, d'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai eu bien du fun, puis je vais repasser anytime. Good. Avant de terminer, on va rementionner le Canadien.
Allez au restaurant canadien, ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne personne, Laurent. Puis je pense que quand on veut encourager quelqu'un de local, je pense que c'est le genre de personne qu'on veut encourager. Sinon, on vous encourage à aller noter le podcast sur iTunes, le commenter sur toutes nos plateformes et le downloader parce qu'on a vu que c'est ça qui faisait monter nos statistiques dans les algorithmes de chaque plateforme. Sinon, David, où qu'on peut te voir quand la pandémie va terminer ou même en ce moment, à part le podcast? Ouais. Ben, est-ce qu'il est diffusé quand, cet épisode-là? Dans 10 jours. Ouais. OK. Ben, c'est ça, parce que là, il y a en fait, c'est ça, ça va être diffusé, mais je pense que je participe au Festival Juste pour rire numérique où on fait un show de sport. Mais ça, c'est du 28 au 31 mai. Ça va peut-être être déjà passé, mais il va peut-être avoir des reprises de ça. Le sketch de Grain de beauté de Kotkaniemi est sur ma page YouTube. Mais non, pour vrai, sinon, suivez le podcast Rotule Tape sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple, Google Play, YouTube. On est là. On espère vraiment, là, avec le déconfinement, pouvoir enregistrer cet été pour la saison 5, déjà l'an prochain. Mm-hmm. Mais le podcast, d'habitude, il reprend en même temps que le hockey en octobre. Là, le hockey ne reprendra sûrement pas en octobre. Mais si ça se trouve, on aimerait ça que le podcast lui reprenne. Puis, de vraiment pouvoir donner une nouvelle saison. Mais toute la centaine d'épisodes est disponible online. La mission Forsberg est sur notre site. Ouais. Là, on l'a mis à rabais, même à 50 % pendant le confinement pour les gens qui ont rien à faire. On a du temps pour écouter des trucs, c'est le temps. Fait que, moi, c'est DST100, le code pour 50 %. On a aussi de la merch. On continue d'envoyer nos hoodies, tout ça. C'est sur le site. Sinon, moi, en fait, j'étais en train de préparer un nouveau show solo en humour. Okay, cool. Quand c'est arrivé, j'avais des dates de rodage qui s'en venaient. Donc, il y a des gens qui avaient déjà des billets. Là, c'était mon show, c'était au Terminal. Oui. Sur Montréal, j'ai gardé vos billets, tous ceux qui ont des billets, puis ceux qui veulent en acheter, le lien est encore là, puis le lien est encore valide. Votre billet va encore être valide. On va juste trouver une nouvelle date quand le déconfinement va être officiel, puis on va se faire un show avec des nouvelles jokes, des nouvelles tunes. Donc, c'est ça. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, david.bocage, Facebook. J'ai sorti beaucoup de stock pendant la quarantaine, des tunes avec Pierre-Yves Roy, des tunes solo. Parce qu'on avait beaucoup de temps. fait que c'est ça, mais sinon, je pense que tu es comme plus au courant de mes affaires que moi. Mais ouais, c'est ça. Sinon, venez voir un show, puis Good. Fait que, je suggère à tout le monde d'aller suivre David. Je pense que vous ne le regretterez pas. Sur ce, de toute façon, on va mettre tous les liens vers nos pages Instagram, mon Twitter, les liens où aller voir David. On va tout mettre ça dans la bio. Sinon... J'ai sorti un album aussi sur Spotify, je viens juste de me rappeler aussi. Parfait. Fait que, en allant voir Inspiration, vous irez faire un petit détour sur l'album de David. Yes. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour un autre épisode d'Inspiration. Yes, merci David. Merci les boys. Bye.